Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en contrebas. Je suis Guillaume Ribes, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Dans cet épisode, je vous propose de vous familiariser avec un univers inexploré, nous guidant sans que nous en soyons conscients. Guidant, car modalité sous-jacente, oubliée, mais bel et bien toujours actuelle, puisque comptant parmi les premières pièces du formidable édifice que nous sommes devenus. Cette modalité, ce mode, je l'ai appelé le mode mythique. Qu'est-ce que c'est ? C'est une fange primordiale qui permet à notre potentiel de naître. Difficile à définir, mais puissant. Cet épisode vous emmènera à la découverte de sa nature, son importance dans notre civilisation, ses descendants dans les philosophies occidentales, et bien plus encore. Basculons donc dans les tréfonds de notre conscience. Cela fait très longtemps que je souhaite faire ce podcast, car le sujet me tient à cœur. Ici, je m'aventure en terrain inexploré, sans aucun guide. Je reviens à l'aube de notre temps perçu, au premier siècle de notre conscience, lorsque nos néocortex improvisaient encore la réalité qui nous est aujourd'hui commune. Ce podcast, c'est un essai qui sera assurément contestable à plus d'un chef. Pourtant, il a le mérite pour moi d'esquisser les contours d'un continent oublié, écrasé par notre rationalité toute puissante. Un continent qui fut notre terre d'asile lorsque l'océan dont nous naquîmes cherchait à nous reprendre. Lorsque, encore mal assurés, nous nous rendions encore périodiquement à l'abysse et sa fièvre. Je vous parle d'un temps où tous avaient en eux de manière prégnante une expérience à laquelle peu ont encore un accès lucide. Une expérience qui ferait se damner tous les artistes aujourd'hui en mal d'inspiration, bien qu'en quête de transcendance. Une expérience qu'une poignée touche pourtant, à l'heure de leur crépuscule, en toute intimité, et qu'ils ne partagent pas, faute de mots, de temps, faute d'auditoire. Mon travail, une partie de mon travail, consiste à faire naître cette possibilité. Possibilité de surgissement, en passant de la proto-contingence à la potentialité, possibilité de partage, de l'immanence à la transcontingence. Mon travail, c'est celui d'accompagner celui s'en sentant capable jusqu'au bord de lui-même, dépouillé d'une identité n'ayant dès lors plus rien d'évident. Je vous parle du mode mythique, premier mode cognitif de l'être humain. Je vous parle d'un mode toujours intact sous la surface, actif, nous guidant encore sans qu'on veuille bien l'admettre ou qu'on s'en aperçoive simplement. Je vous parle d'un mode renfermant le possible dont nous nous sommes collectivement coupés à la croisée de ce que nous fûmes, de ce que nous sommes et de ce que nous pourrions être. Et tout cela sans drogue aucune. J'ai, ces dernières semaines, déjà enregistré plusieurs podcasts traitant du sujet du mythe. Le premier, L'homme et ses mythes, traitait de l'évolution de ces derniers à travers le temps, ainsi que de comment on finit par les dévoyer. Le second, Les mythes modernes, abordait la relation que nous avons aujourd'hui aux mythes et la façon dont nous les percevons. Mais cette fois-ci, plus question de mythes. Plus de mythes, mais de mythique, c'est-à-dire de la capacité que nous avons donnée aux choses de pouvoir recevoir nos projections et d'ainsi se faire composants de récits en devenir qui seront, eux, porteurs de sens. Le mode mythique, c'est un mode encore vierge de sens, un mode fait de contingence pure. Le mode mythique, c'est la fange, comme je le disais en introduction, le berceau, le chaos qui permit à notre potentialité, et plus tard ce que nous consûmes comme notre nécessité, de naître. Le mode mythique, c'est un encore non défini, ce qui rend bien plus ardue la tâche de le décrire. C'est la réaction qu'eurent nos ancêtres à l'étincelle provoquée par leur propre existence.
Le mode mythique, c'est la lumière nous attirant irrémédiablement vers le divin, la promesse nous ayant fait quitter notre condition. Le mode mythique, c'est la possibilité que l'on s'est jadis donnée de considérer le monde avant même que ce « on » prenne une signification. Le mode mythique, c'est celui qui nous fit témoin. De quoi, me direz-vous? Eh bien, de notre propre avènement. Mode mythique, très bien, mais à quoi cela nous a-t-il servi? La question est rhétorique puisque, vous l'aurez compris, il est le substrat de notre réalité, celle-ci ne pouvant exister sans. D'une certaine manière, cette cognition introduisit la notion de valeur, d'utilité, et ainsi, nous en parlions à l'instant, de nécessaire dans nos vies. À quelle fin? Il n'y en avait alors aucune, mais in fine, cela nous servit à circonscrire la peur et à lui donner corps, à l'incarner, à l'amplifier jusqu'à l'insupportable, de sorte qu'on commence à chercher comment y échapper, comment en réchapper. La peur faite nôtre, il ne restait plus qu'à lui inventer une antithèse que nous trouvâmes en la bravoure, qui, d'exploit en résilience, se fit le trait principal des figures héroïques archaïques, antiques, contemporaines et futures. Le mythe n'était pas encore né, mais il était désormais possible, concevable. Une fois encore, mais non la dernière, nécessaire. Mais alors, on y accède comment à ce mode mythique? Est-il toujours là? L'a-t-on perdu en chemin? À quoi nous servirait-il aujourd'hui? Calmons-nous. D'abord, il est important de spécifier que le mythique, en tant que non défini, ne peut être accédé par le conscient par simple requête. Un petit peu comme le réel lacanien. Au contraire, la nature a horreur du vide, dit-on. Il ne s'agit donc pas de partir à sa recherche, ce qui serait vain, mais bel et bien de lui faire une place pour qu'il s'exprime. Et cela à sa manière. Pas n'importe quelle place, pas n'importe où. On ne poussera pas les meubles pour le faire pointer le bout de son nez. On ne l'appâtera pas avec un quelconque mets physique ou d'esprit. Non, on le laissera venir de lui-même, à sa façon, sans le guetter d'aucune manière, puisqu'il résistera à notre entendement. Le mode mythique, c'est une expérience qui ne peut, hélas, comme fort heureusement, plus être aujourd'hui qu'éphémère, puisqu'elle ira jusqu'à nous ôter toute notion d'identité, ce que nos fonctions supérieures, la nature ayant horreur du vide, n'apprécieront guère et s'empresseront de rectifier. Cette expérience, c'est celle de la réindéfinition, poussée à son paroxysme. Un état n'ayant en aucun cas besoin d'être poursuivi. Entendons-nous bien, il est extrêmement rare que l'on accède à un tel niveau de réindéfinition et l'épreuve, loin d'être anodine, n'est pas recommandée pour tous. Elle demande une capacité d'abstraction exceptionnelle, une curiosité sincère et une âme comme un intellect au repos d'avoir, souvent trop, vécu. Si certains jeunes parviennent à la toucher du doigt, ils sont souvent plus sages que 10 de leurs aïeux. Croire que la voie du mythe nous y conduira serait une grossière erreur. Notre expérience est bien trop fragile pour être tutoyée ainsi. À titre de comparaison, le mythique est de l'ordre du micro quand le mythe est déjà à l'échelle macroscopique. On n'illustre ni l'atome par la cellule, ni la cellule par l'entièreté du corps humain. Cela ne se peut. Le mythe est une chose à manier. Ici rigide, là flexible, il plie, mais ne nous permet pas de nous faire une idée claire de ses composantes.
Le mythique, c'est une atomisation du mythe, du héros, de ses ressorts. C'est marcher sous la pluie fine, menaçante, luminescente des particules qui les composaient jadis. C'est danser sous ce qui furent les étoiles que nous fîmes de ces contes, remettre un pas dans nos propres traces, revenir à une transe primordiale, intime et temporellement indéfinie. C'est littéralement s'abreuver à la source du monde, en être géniteur. C'est toucher le divin que nous n'avons jamais cessé d'être, grand architecte du délire que nous sommes. Pour un instant. Puis, la richesse naïve et inquantifiable du mode mythique s'efface soudain, s'ordonnant malgré nous afin de laisser place à la représentation, à la simplification répondant au nom de mythe. Une simplification nécessaire, cruciale, pour l'unification de l'expérience de la communauté nous ayant portés. À chaque niveau de civilisation, c'est martyr. D'ailleurs, et en parlant de martyr, c'est important de le mentionner, je voudrais m'attarder pour quelques lignes sur ce que l'on appelle aujourd'hui les crises psychologiques, que beaucoup de nos experts sont prompts à psychiatriser, pathologiser, et calmer par la sédation plutôt que de les accompagner, encourager, holistiquement, dans la bienveillance, avant qu'elles ne dégénèrent en comportement maladif, bien évidemment. Si le mode mythique est un vestibule, il débouche invariablement sur un hall de concepts clés comme celui de la réalité et de l'identité, qui se construisent subjectivement en confrontant autrui à la réaction que nous, chose étrange, avons de lui. Le mode mythique, c'est celui dans lequel nous puisons sans relâche les éléments premiers qui, une fois assemblés, feront pour nous sens. Mais qu'advient-il de nous lorsque l'un des éléments retenus est atypique? Qu'advient-il de nous lorsque, le montage terminé, ce petit bloc nous fait créer une réalité, une identité significativement différente de celle à laquelle ont accès nos semblables? Eh bien, nous sommes mis à l'écart. Marginal, inadapté, car inadaptable dans un monde ayant nommé la réalité et décliné en irrévocable diagnostic les symptômes dont on peut faire preuve, la minorité des personnes ayant eu le malheur, bonheur, de tirer une main singulière, sombre trop souvent dans des puits que nos pères, par sécurité, conçurent sans fond. Résultat, l'expérience de vie singulière est stigmatisée, agitée comme un épouvantail aux yeux de tous, qui n'en éprouvent que plus de peur, de dégoût, de mépris, lorsqu'ils sont confrontés à ce qu'ils ne comprennent pas. Le mythe, fondé sur le commun de nos apperceptions, permit l'érection du monument civilisationnel que nous connaissons aujourd'hui, mais appauvrit la diversité qui le constitue. Ceux n'ayant jamais souhaité leur unicité et qui en souffrent souvent au quotidien sont désormais les martyrs d'une société se rassurant de sa normalité à leurs dépens. Le verbe a polarisé notre conception de l'être. On est normal ou non, dangereux ou pas. En d'autres temps, ces martyrs, on les extermina, les exila. Parfois, ils furent chanceux et nous en fîmes nos chamans. À présent, puisqu'ils font désordre, nous avons opté pour les enfermer en eux-mêmes, la pire des prisons. Cuisson, une vie. Assaisonnement, la honte, bien sûr. Quoi d'autre? Il faut bien que quelqu'un l'éprouve pour que les autres dorment en paix. Où trouve-t-on encore le mode mythique? C'est la question que l'on pourrait se poser tant semble loin le temps où nous y avions recours. Et pourtant, il est bien là. Toujours actif, écrasé par des milliers d'années d'évolution, de complexification, de sophistication plus ou moins nécessaire en regard de ce que nous finîmes par en faire.
mais il est là. Quant à son utilité, elle est de servir de canal, de fondation oubliée à notre capacité toute puissante de nous raconter des histoires, des vérités, des identités, à nous penser en tout et partout. C'est ce qui le rend si indispensable à notre espèce. Les modes cognitifs ultérieurs reposent tous sur la capacité qu'il nous offre. Le mode mythique serait ainsi à l'aube de ce que l'on appelle aujourd'hui la représentation mentale, et qui précéderait tout autre processus cognitif. Ce serait le premier état de lucidité, à être, de manière non consciente. De nos jours, je considère que la manifestation naturelle, connue et documentée, la plus proche de son expérience originale, serait les terreurs nocturnes, que l'on observe principalement chez certains enfants en bas âge. Classifiées troubles du sommeil, je reste convaincu qu'elles ne le sont devenues que bien plus tard, lorsque la conscience finit par prendre le contrôle plein et entier de notre vie diurne. Certains philosophes de la perception considéreront peut-être que ce que j'appelle mode mythique est en réalité l'avènement du réalisme indirect chez l'Homo sapiens. Je nuancerai tout de même qu'il ne s'agit pas là de synonymes, le mode mythique étant l'état au sein duquel naissent les données des sens qui sont le postulat nécessaire à la position de réalisme direct. Je ne développerai pas ça ici, je vous encourage à lire sur le sujet si cela vous intéresse. Au-delà de considérations philosophiques auxquelles peu de nos contemporains goûtent, le mode mythique revêt dans mon travail une importance capitale, puisque, lorsqu'accessible, il est un point de bascule décisif dont le tutoiement infléchit radicalement l'approche qu'un être a du monde, de sa personne et des liens qui foisonnent entre les deux. Ce faisant, on quitte un instant la pensée occidentale et son obsession pour la spéculation pure, et revenir à l'origine de ce que la pensée orientale érigea en philosophie ou religion. Par exemple, le Shinto japonais, la voie du divin, est dans son concept relativement proche de l'abstraction à laquelle je fais ici référence. Relativement seulement, tant les différences, lorsque l'on se penche sur la question, sont profondes. Principal écueil rendant l'analogie impossible, la religion Shinto, tout comme l'ancienne philosophie orientale et toute spiritualité animiste, est le fruit d'une réflexion, d'une fonction avancée de notre cerveau que le mode mythique exclut complètement puisqu'il le précède. Croire qu'il se valent, c'est prendre la chose à l'envers. Il y a un retour certain de la pensée orientale vers le mode mythique, certes, mais elle ne l'approche pourtant véritablement en rien et se contente de tourner autour, en projetant à tout va un contenu psychique inabordable autrement. Rien, donc, à voir avec le mode mythique, qui fut la première pierre donnant à l'individu la capacité qu'il a à penser, concevoir, interroger sa réalité, ainsi que la condition de la persistance de ses projections. Il en est de même pour le procès en nihilisme que me font parfois, post-conférence, les personnes ne m'ayant pas suivi ou écouté et ayant dogmatiquement décidé de mon erreur sur le sujet plutôt que de me questionner et de réfléchir avec moi. Il est sans fondement. Le nihilisme est une doctrine que l'on ne peut me prêter puisque le mode mythique que j'esquisse est la branche qu'il s'obstine à scier. Empêtré dans son raisonnement, le nihilisme postule l'absence de sens pur, considérant que celui qu'on se donne ne peut être que virtuel et donc mensonger. Le mode mythique se concentre justement sur la possibilité qu'a ce mensonge d'émerger et de devenir réalité. Le mode mythique et le processus de réindéfinition par là n'ont rien de nihiliste. Ils ne s'intéressent pas à la chose et sont accessibles, quelle que soit la doctrine qui est la nôtre sur le vrai sens du monde. Enfin, et sur un tout autre sujet, je tiens à préciser que nulle drogue n'est employée lors du processus de réindéfinition, ni à aucun autre moment lors de mes accompagnements. Il est capital de le mentionner afin de chasser les malentendus en amont.
Je ne suis pas cette sorte de guide. Je n'ai rien contre les approches alternatives des chamans ou guides proposant des services similaires aux miens et recourant aux états modifiés de conscience induits par les psychotropes, mais mon approche en est exempte. Je m'explique. Je ne considère à aucun moment nos fonctions supérieures comme un frein à notre développement ou notre découverte de nous-mêmes. Il ne s'agit donc pas de les court-circuiter ou de les suspendre momentanément pour accéder à ce qui se trouve dessous et l'interpréter avec ce qui nous reste à ce moment-là de lucidité. Le processus de réindéfinition n'est pas une expérience curieuse à laquelle revenir de temps à autre. En elle-même, elle ne révèle rien. Elle laisse simplement envisager un champ de possibles oubliés. C'est une dynamique de libération globale et non d'intensification du ressenti. L'objectif du voyageur que j'accompagne n'est jamais de se dépasser, mais bel et bien, à l'inverse, de se laisser au bord du chemin. Et pour cela, seul un cœur humble et un peu de temps sont requis. Le reste est toujours de trop. L'usage du mode mythique auquel nous n'avons plus directement accès. C'est finalement la grande question et la motivation de cet article. À quoi d'autre peut bien servir le mode mythique? D'autre qu'être la condition de notre expérience première. Au risque de décevoir après toutes ces considérations, mon approche est ici simplissime. Nous réconcilier. Dans son sens premier, remettre en état, rétablir, ramener. Nous réconcilier, mais avec quoi? Avec qui? Nous-mêmes? Eh bien non, au contraire. Nous réconcilier avec ce qui ne put être nous, et nous appartient tout de même. Se réconcilier avec notre contingence, cette intolérable variable que l'on s'efforce d'oublier une vie durant, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour la saluer comme il se doit. Il ne s'agit pas de la comprendre, de l'incorporer en je ne sais trop quel soi miséricordieux, tant la chose serait vaine, en plus d'être subjective à souhait. Il ne s'agit pas non plus de gratitude. Pas ici. Pas encore. Peut-être de considération. De s'arrêter un instant sur la racine de la plante qui nous eut pour fruit, nous et notre réalité, si dépendante du déni que l'on a d'ordinaire à l'égard des souterraines. Nous réconcilier donc. Étrange, tant nul n'a le souvenir du conflit qui nous éloigna l'un de l'autre. Hasard ou nécessité? De conflit, on a souvent la représentation archétypale guerrière, et non une simple croisée de chemins où chacun va sa route. Se réconcilier, c'est considérer l'indéfini, le voir prendre une autre voie que la nôtre, le perdre un temps de vue, et le laisser revenir dans notre direction lorsque nos chemins se recroisent. Le processus de réindéfinition, c'est finalement cela. Des retrouvailles. Retrouver l'indéfini qui nous poussa en avant et lui emboîter 7 fois le pas pour devenir son ombre, lui qui grandit à notre insu jusqu'à se faire transcontingent. Ainsi, et pour revenir au thème de ces podcasts, meurt-on vraiment encore? La mort, c'est cette chose pensée, conceptualisée. C'est cette chose éminemment personnelle, définie, porteuse de sens, de trop de sens pour ce que le sens laissa de côté. Laissé au bord du chemin, disais-je plus haut. Et si c'était l'inverse? Et si c'était le chemin qui nous laissait de côté? Et allons plus loin, si le chemin laissé
lors de ces retrouvailles, de côté seulement certaines de nos modalités. Des retrouvailles inattendues mais tant espérées, signant l'avènement d'un nous pluriel, multipotentiel, transcontingent. Je ne sais pas vous, mais moi, ces retrouvailles m'ont longtemps tardé. 20 ans. 20 ans. Comme tant d'autres, elles m'ont fait peur, bien entendu, m'ont un peu perdu. Mais finalement, elles étaient salutaires. En cela, j'éprouve, enfin, de la gratitude. De la gratitude, mais envers qui? Envers moi-même, ou plutôt ce qu'il est devenu. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant des nouvelles sorties sur la chaîne. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. À très vite.